Allez, c'est parti. On reprend les lives de présentation de la Gazette. Donc, nous voici avec Dr Samuel Marafi. Enchanté, Samuel. Bonjour. Donc, Salut. Samuel a déjà fait une intervention avec nous sur le vélo, donc ça tombe bien. On est en plein le Tour de France. Donc, du coup, Sam va nous parler du Tour de France. Et Samuel est aussi, donc, pour ce mois-ci, un auteur de la Gazette. Donc, il va nous parler des problèmes de l'artère iliaque. Mais ça, on en reparlera plus tard dans la Gazette, ça, c'est pas un problème. Là, on va faire un petit topo donc de ton activité sur le Tour de France. Donc déjà, tu peux te présenter un peu, est-ce que tu fais sur le Tour, etc. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, très intéressante sur la position du cycliste, Docteur Marafi, je suis médecin du sport, je suis médecin référent de l'équipe BNB Hotel Vital Concept qui est actuellement sur le Tour de France. Et c'est le jour de repos aujourd'hui, donc voilà, je comble mes heures, les peu d'heures disponibles en faisant des visios avec vous, et c'est avec grand plaisir que j'ai répondu à l'appel d'Olivier pour partager un petit peu mon expérience. Eh ben, c'est top, ça. Je sais que tu as fait pas mal de vidéos, notamment pour RMC Sport, qu'on a partagé. Et donc, bah, écoute, déjà, merci pour toi de te libérer. Merci à nous, enfin pour nous, que tu puisses te libérer un peu de ton temps très précieux. Donc voilà. Donc tu m'as l'air assez fatigué, Sam. Ça a l'air assez intense pour toi. Alors c'est la fin de la deuxième semaine. Donc la fin de la deuxième semaine, faut savoir que c'est fatigant pour les coureurs, mais pour le staff, parce que nous, on est aux petits oignons pour eux, du matin au soir, donc c'est très fatigant pour toute l'équipe. Donc là, je t'avoue que le jour de repos, il n'a pas été vraiment de repos au final. On a fait beaucoup de choses. C'est clair. Et du coup, bah, alors comment est-ce que vous gérez la charge justement d'effort? Donc là, vous attaquez la troisième semaine. C'est un peu comme un ultra sur 3 semaines. C'est énorme. Comment vous faites pour gérer cette charge d'effort? Tu veux, c'est un peu complexe, mais pour résumer la chose, déjà, c'est des athlètes qui sont très entraînés, préparés pour le tour. Donc le groupe qui est sur le tour, là, ils ont fait des entraînements spécifiques pour le tour, donc avec des reconnaissances d'étapes pour notre groupe grimpeurs et sprinteurs. Et pendant ces reconnaissances et toute leur préparation, on monitore leur charge d'entraînement. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vite compliqué, mais en termes de fréquence cardiaque, de variabilité de fréquence cardiaque, plein de paramètres. Et notre préparateur physique, notre sport scientist, surveille ça, monitore ça à distance de manière quotidienne en fait, ce qui nous permet d'avoir un état des lieux sur la fatigue des gars avant le tour et pendant le tour. Tous les jours, en fait, on a des feedbacks sur leur fatigue. Alors, il y a le ressenti, l'athlète qui est fatigué, il va nous le dire. Et puis après, il y a les valeurs objectives qui vont nous dire, bon, là, il commence vraiment à fatiguer ou pas. Et pour mettre en place un petit peu les stratégies de course pour les directeurs sportifs. Et puis nous, derrière, toute la stratégie de récupération. Je pense que ça va être le sujet d'une deuxième question. Donc, Oui, oui, ça va venir, hein. Mais vas-y, continue si tu veux. C'est top, c'est très intéressant. Vous faites quoi via les applications avec les relevés cardio, des cardiofréquencemètres et tout? ouais, alors les gars, ils ont des capteurs de puissance. Bon, ça Ouais, c'est secret. Ils ont des cardiofréquencemètres sur en ceinture thoracique. Donc nous, avec ouais. quelques pilules, ça nous permet d'avoir un aperçu de leur état de fatigue en fonction du déroulé du tour. Voilà, surtout sur les marqueurs de variabilité de fréquence cardiaque et certains rapports entre la fréquence cardiaque et l'intensité et les puissances. Donc ça nous permet d'avoir cet œil plus objectif sur la fatigue des mecs. Après, si on demande aux gars, à la fin de chaque étape, ils sont tous fatigués. Ouais. Donc voilà, mais ça nous permet un peu de classer nos mecs. Nos sprinters, par exemple, sur des étapes de montagne, ils vont volontairement se laisser grouper tôt pour garder du jus pour l'étape d'après. Pareil, il y a beaucoup de stratégies dans le vélo, on s'en rend pas forcément compte devant la télé, mais quelqu'un qui veut gagner l'étape, il va passer des classements généraux justement le lendemain pour pouvoir sortir du peloton, avoir l'autorisation de sortie des grosses équipes et pouvoir aller jouer le finish. Donc il y a beaucoup de stratégies et pour ça en fait, comme je te disais juste avant, la charge en fait, c'est pluridisciplinaire le suivi. Moi j'interviens sur le côté médical Ouais. fatigue. Après, on a le sport scientist, on a le préparateur physique, on a les directeurs sportifs, on a les entraîneurs. Et puis on a tout le staff médical qui chapeaute un peu ça en cas de blessure. Ok, super. Bon, ben, c'est pas mal, parce qu'on sait que la charge, une fois qu'ils sont vraiment fatigués, bah, justement, ça va venir sur la question du sommeil. Comment vous arrivez à gérer justement ce sommeil, car on sait que le sommeil est un des facteurs clés justement de la non-blessure.
Ben, en fait, si tu veux, c'est ce que je dis à tout le monde. Un Tour de France, la différence, c'est le niveau, effectivement, mais surtout, c'est la récupération. Et là, à l'heure où je vous parle, on est en fin de deuxième semaine, début de troisième semaine. Donc là, clairement, bien adapté à l'effort et ceux qui vont bien récupérer et qui ont bien récupéré. Et donc, du coup, le sommeil, c'est un facteur très, très, très important de la récupération. Je sais pas si tout le monde s'imagine ce que c'est qu'une journée d'un cycliste. On va peut-être en reparler juste après sur le Tour de France. Mais en gros, le sommeil, c'est un cheval de bataille pour nous parce qu'il y a des transferts qui sont assez longs parfois. Quand on termine une étape, en plus, les étapes sont diffusées à la télé à des heures où le grand public se connecte, donc souvent tardivement. Et nous, des Ouais. fois, on a aux hôtels, il est 20h30, 21h. Donc on rajoute à ça les massages, les bilans du doc, du kiné, la douche, la petite collation. Et puis après, ils vont manger. Et puis ensuite, après, ils vont se coucher. Donc parfois, on a des coureurs qui se couchent à 22h30, 23h. Et c'est vrai que c'est très important. Nous, en fait, en gros, on a un assistant à l'hôtel qui va déjà s'assurer que les températures des chambres soient correctes, que la literie et les oreillers soient corrects. On a des coureurs propres matériels d'ailleurs, leurs oreillers, leur literie aussi parfois, leurs draps, enfin voilà, et qu'ils soient dans l'environnement le plus calme possible. Et ça passe par un truc qui est compliqué, qui passe par les écrans, les téléphones. Et c'est vrai que on sait que la lumière bleue des écrans, les téléphones, ça limite un peu le sommeil, ça peut perturber le sommeil. Ouais. Euh, donc ça, c'est un facteur important. Et il y a une difficulté qu'on a, c'est qu'avec le coronavirus, on a peu de presse. Et du coup, la presse les sollicite par téléphone ou par médias Ouais. intermittents. Et du coup, c'est vrai qu'ils passent des heures et des heures sur leur téléphone à discuter, à discuter, à discuter. Et donc voilà, on trouve un compromis entre tout ça pour que les mecs dorment au mieux possible. Vraiment, moi, l'élément qui m'embête le plus, c'est les durées de transfert. Vraiment, quand on a des gros transferts, c'est vrai que le sommeil est compliqué. Et puis après, je passe les détails sur tous ceux qui ont des troubles des gens anciens, qu'on va traiter, qu'on va essayer de dégalage du sommeil, mélatonine, enfin voilà, pas mal de choses. Mais bel axe de travail en tout cas, ouais. Ouais, bah ça, c'est très important. Là. Bah, tu apprends plein de choses. Les transferts, c'est clair, c'est long, c'est du bus en plus, c'est fatigant, même si vous avez des bus 5 étoiles. Mais on y laisse des forces, on y laisse des plumes. Hein. Bah là, sur une journée de repos, par exemple, il y a un truc qui est hyper important. Tous les cyclistes font ça, c'est la sieste. Et la fameuse sieste, là, ils ont tous dormi en début d'après-midi. La sieste, elle est plus longue sur le deuxième jour de repos que sur le premier jour de repos. Donc, mais ouais, c'est traditionnel et voilà. Eh ben vas-y, tiens, est-ce que tu peux nous passer justement un petit mot sur le bénéfice de la sieste, l'importance de la sieste, même pour tout le monde au travail? Ouais, bah en fait, après, bon, la sieste, tout le monde connaît ses vertus. Il faut distinguer deux situations. Il y a ce qu'on appelle la power nap, donc la sieste relativement courte, on est aux alentours de 15-20 minutes, maximum 25. Ça a un pouvoir régénérateur assez important et ça a l'avantage de ne pas mettre dans le coltard juste après. Et ça marche plutôt bien. Alors après, il y en a qui sont plus ou moins tolérants à ça. Donc ça, nos coureurs, ils le font très bien. Souvent, ils mettent un réveil. Il faut mettre un réveil, c'est assez important. Pour la petite anecdote, il y en a certains qui s'endorment avec un stylo dans la main et dès que le stylo tombe, ça les réveille. Donc du coup, ça leur permet de pas dormir trop longtemps. Pourquoi? Parce que là, les coureurs qui sont sur un deuxième jour de repos, s'ils s'endorment, là, je discutais tout à l'heure avec notre coureur Brian Cocard, il a mis son réveil, il m'a dit si je m'endors, je suis parti pour 1h30, 2 heures, quoi. Donc voilà. Et la deuxième sieste, qui est un peu plus bénéfique pour ceux qui sont très fatigués, c'est ce qu'on appelle la sieste royale. Donc là, on est plus sur un cycle. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais le sommeil se décompose en cycles différents. Et en gros, c'est 1h30, ça dépend des gens, mais globalement 1h30 de sieste. Là, je te cache pas qu'il y en a beaucoup qui ont fait une sieste royale aujourd'hui. Ça tire sur les cannes hein, ces temps-ci. Hein. Donc il y a eu pas mal de dénivelé. Donc J'ai pas entendu la question. il y a pas, il y a eu pas mal. J'ai pas suivi du tout l'étape d'aujourd'hui. J'ai fait que travailler. Donc ça a été aujourd'hui un peu là pour votre équipe. Enfin, Aujourd'hui, c'est juste les repos, ouais, ouais. Donc du coup, ça, je me suis trompé. Je m'en mets les pinceaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, tiens, c'est une très bonne question, mais il y en a souvent qui se posent la question. Aujourd'hui, nos coureurs sont allés rouler, hein. Ils ont fait tourner Ouais, les cannes, euh, hormis les blessés, mais sinon, ils ont fait tourner les cannes et roulent même les jours de repos, hein. ouais, ouais. Hier, c'était une étape de montagne avec l'arrivée au sommet du Grand Colombier. Donc, une étape Alors, fatigante, surtout pour. Ouais. Et puis, on a Pierrot qui a passé la journée, Pierre Roland, pardon, qui a passé la journée devant.
meilleur combatif du jour. Donc il a cramé aussi un petit peu de carburant dans l'étape. Donc les troupes étaient fatiguées, le jour de repos a été positif et intéressant aujourd'hui. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et du coup, la nutrition, comment tu la gères dans tout ça? Parce que est-ce que les cyclistes sont des mangeurs de graines ou est-ce qu'ils mangent que des pâtes? Est-ce que là, j'ai vu il y a pas longtemps, là, je sais pas si t'as, parce que alors Sam s'occupe aussi des DU Trail et donc il connaît Mimi Kotka et je sais pas si t'as vu il y a pas longtemps là, elle a fait un article comme quoi elle a eu un problème d'alimentation, qu'on la voyait plus parce elle était à bout de force parce que ses muscles en fait n'avaient pas assez d'énergie. Donc je pense que tout ça c'est aussi hyper important. Et juste pour un petit mot sur le cas de Mimi Kotka, c'est ce qu'on appelle le syndrome REDS. REDS, c'est un syndrome complexe qui associe. Il y a une base de déficit énergétique au niveau alimentaire, il y a une base psychologique, il y a une base hormonale, neuro-endocrinien. Bon, c'est un peu compliqué, mais voilà, mais ça porte l'interrogation sur le sujet de la nutrition, effectivement. Donc nous, dans l'équipe, nutrition, deux choses, et c'est ce que je dis dans mes cours de nutrition, c'est que la nutrition sur le Tour de France et sur une épreuve, ça se travaille pas jamais à l'esprit à quelqu'un de venir s'entraîner la veille d'une compétition. Donc on s'entraîne des mois avant. La nutrition, c'est pareil. Donc en fait, c'est une hygiène de vie au quotidien déjà, première chose. Deux, nous on fait des enquêtes nutritionnelles et micronutritionnelles assez poussées et répétitives dans l'année où on arrive à avoir des profils à la fois sur des déficits éventuels, mais aussi sur des facteurs comme le stress oxydatif, la perméabilité intestinale, l'état du microbiote intestinal de nos coureurs, sur tout ce qui est endocrinien, tout ce qui est neurotransmetteur, tout ce qui est inflammatoire, acide, équilibre acide-base. On arrive à avoir des données là-dessus et on arrive à agir en fonction des charges d'entraînement là-dessus. Donc on a certains qui ont des compléments, d'autres non. Donc ça dépend. Pour le coup, c'est vraiment du personnalisé. Et puis à l'approche du tour et sur le tour, nous on a un cuisinier qui nous suit avec son aide. Donc ils sont deux, je leur passe le bonjour d'ailleurs à Gaëtan et à Nicoche qui sont au charbon parce que là il est 20h17 et ils sont en train de préparer leur repas pour les coureurs. Et du coup, ils nous suivent sur toute la course. Et sur le Tour de France, c'est un peu complexe, mais en gros, on suit le poids des coureurs, leur état d'hydratation, leur petit plaisir aussi, parce qu'il faut savoir faire plaisir aux coureurs. Je pense qu'il ne faut pas être trop restrictif non plus. Et puis tout ça, on fait un gros mélange de comment s'est passée l'étape, les produits qui sont à disposition. Et moi, je suis en lien très étroit avec nos cuisiniers pour confectionner un petit peu des repas personnalisés. Kevin va avoir un certain type de repas, Brian en aura un autre, Quentin un autre. Ça dépend vraiment des coureurs. Donc on n'a pas de plat type. Voilà, on a des grandes lignes. Et ensuite, on va travailler au niveau nutritionnel avec vraiment l'élément très important qui est le plaisir. Pour moi, ça est très important. Et la façon de cuisiner les aliments. Donc ça, c'est pour le soir et le matin, le petit déjeuner. Et puis après, il y a un autre sujet, on va peut-être pas rentrer dans les détails là, qui est aussi pendant l'effort. Enfin voilà, on a des partenaires nutrition. C'est des sujets qu'on a discuté depuis des années avec les boissons qu'on leur apporte, quand il faut leur apporter tout ce qui est alimentaire au niveau de l'effort, les emballés, les barres, les gels, à quel moment ils doivent les prendre, et ça on discute. Bon, en fait, le soir, je passe dans les chambres avec les mecs, et par exemple, une étape de montagne, je vais aller voir Pierre Roland, je vais aller voir Quentin Paché, je vais aller voir Cyril Gauthier, puis je vais leur dire, bon, les mecs, demain, c'est quoi? Je vais discuter avec les directeurs sportifs, bon, on a tel objectif, et qu'est-ce qu'il faut faire? Où c'est que les assistants vont être postés pour donner les bidons? Quel type de boisson énergétique on va utiliser en début de course, milieu de course, fin de course? Est-ce qu'il faut faire des bidons personnalisés dans les voitures pour Brian, pour Pierrot? Enfin voilà, donc je peux pas donner d'éléments précis parce que demain, ce sera pas la même chose. Mais c'est super intéressant pour ceux qui aiment la nutrition et la micronutrition. C'est vraiment du personnalisé et c'est vraiment, comme je dis à tout le monde, pas forcément un élément qui va peut-être faire gagner 50% de la performance. Par contre, clairement, un mec qui va mal s'hydrater, mal se nourrir sur une course, ça peut le mettre en défaillance complète, quoi. Ok, alors juste une question. Les pâtes, c'est important, c'est bon? Est-ce qu'on on entend tout sur les pâtes? Donc, des pâtes, oui, non? Deux choses. Il faut recharger. Clairement, voilà, il y a deux choses. Il y a l'aspect macro-énergétique, macronutritionnel qui est d'apporter l'énergie qu'il leur faut pour les mecs sur le vélo le lendemain. Clairement, la catégorie d'aliments qui apporte l'énergie, c'est les glucides principalement. On a les lipides aussi. Donc il faut qu'ils partent avec un stock de glycogène. Donc c'est le format de stock des glucides dans le muscle et dans le foie optimal au début de l'étape.
Donc la recharge, elle se fait déjà en récupération. Dès qu'ils remontent dans le bus, en fait, dès qu'ils ont fini, on essaie d'optimiser l'apport énergétique avec effectivement des glucides. Alors il y a des pâtes, il y a des collations à base de pâtes, de riz. Moi, j'insiste vraiment sur l'aspect micronutritionnel parce qu'à mon sens, les pâtes blanches traditionnelles, c'est pas forcément le mieux. On a des pâtes complètes, on a du riz complet, on a aussi toutes les légumineuses qui vont avec. Ça peut être le boulgour, le quinoa, le blé. Enfin voilà, on essaie de varier un petit peu en fonction de ça. Et pour la même, je pense qu'il faut sortir un peu du dogme de la pasta party. Oui, ils ont des pâtes, mais ils n'ont pas que ça comme source de glucides. Ils ont plein d'autres sources de glucides. On va travailler aussi avec des maltodextrines, avec des sucres plus lents le soir. Clairement, le soir, on est sur des sucres à index glycémique et à charge insulinique. Voilà, on rentre dans des débats un peu compliqués, mais plutôt lent. Et vraiment, pour les sucres rapides, on va être vraiment sur ce qu'on appelle la fenêtre métabolique après l'effort, sur les 2 à 4 heures. Donc, des pâtes, oui, mais quand il faut, au moment où il faut. Bien, ça, c'est très bien ça. Donc, voilà. Et le gras dans l'histoire, est-ce que vous faites la chasse au gras ou vous acceptez un peu de gras ou pas du tout? Très bonne question. Le gras, parce que le gras, c'est la vie, hein, faut pas l'oublier celui-là. Hein. Ah, c'est la vie. En fait, en gros, il faut prendre deux trucs. Le Tour de France, c'est une course longue. Le cyclisme, c'est un sport d'endurance, sauf vraiment pour les sprinteurs purs et durs, mais ça reste un sport d'endurance. Et donc, il y a une filière énergétique. L'apport énergétique pendant l'effort va être fait, enfin, la reconduction via les glucides, mais aussi via les lipides, les filières lipidiques, donc le gras. Et clairement, il faut avoir des stocks importants, mais aussi des stocks de lipides de bonne qualité pour qu'ils soient mobilisables. Donc en fait, il faut sortir un petit peu du dogme du gras, c'est mauvais. En fait, le gras, c'est bon si, enfin, tant soit peu si le gras est donné au bon moment de la journée et du bon gras. Donc là, on parle d'oméga 3, oméga 6, oméga 9, ça devient un peu compliqué. Mais en gros, chez nos coureurs, on va leur donner du gras, voire même beaucoup de gras, mais du bon gras. Ça leur fait perdre du poids, ça les affûte et ça leur permet d'utiliser leur filière lipolytique, donc l'utilisation des graisses à l'effort. Certains ont des supplémentations en oméga 3, oméga 6 en fonction de leur profil. On dose dans le sang en fait leur acide gras érythrocytaire et j'arrive à savoir si un tel en a besoin et d'autres n'en ont pas besoin. Mais clairement, ils ont du gras et ils ont beaucoup de gras même. Alors plutôt le matin. Donc après, les sources de gras, c'est les oléagineux, c'est les fromages. La vie, effectivement, commentaire. Attends, C'est ça a coupé. Tu peux répéter les sources de gras? Ça a coupé. donc les oléagineux, Ouais. amandes, noix de cajou, noisettes, noix de macadamia, enfin des choses comme ça. Les fromages à pâte molle. On a l'œuf, qui est une source de gras. Alors si l'œuf est produit par des poules qui sont nourries aux graines de lin, donc je fais pas de la pub, mais la filière bleu blanc cœur est une filière intéressante là-dessus. Et on a aussi l'avocat, j'ai déjà dit, ouais. Et puis le Ouais. poisson source d'oméga 3 aussi. Enfin voilà, il y a pas mal d'aliments comme ça. Sardines aussi, tout ça? Ouais, c'est ça, Ouais. sardines, maquereau, anchois. Et puis par contre, on fait la chasse au mauvais gras. Le mauvais gras, c'est le beurre, c'est la margarine, c'est certaines huiles, c'est aussi la charcuterie, c'est les viandes rouges. Enfin, voilà. Et j'ai oublié de dire, mais les huiles, l'huile de lin est très intéressante, l'huile de colza, l'huile de noix, noisette aussi, et l'huile d'olive pour la cuisson sont intéressantes sur hors d'acide gras. Donc ça, c'est très intéressant. C'est vrai que c'est un élément majeur, quoi. Le gras, c'est la vie. Ouais, bah, voilà. Bon, et il y a Ghislaine qui nous parle d'un aspect psychologique très important. Alors, est-ce que sur le tour, ils ont un suivi justement, je sais pas, hypnose, sophro, psychologue? Alors, ils ont tous des suivis. Alors après, ça, c'est très personnel. J'en profite Ouais. pour passer à Ghislaine que je connais. Euh, c'est un peu de la famille qui me parle. Mais oui, globalement, oui, le suivi psycho est important. Alors, il y a deux trucs. Il y a la psychologie chez des coureurs qui ont besoin de psychologie pour des problèmes X ou Y. On a des troubles anxieux, on a des troubles anxieux généralisés, on a peut-être pas des syndromes dépressifs, mais voilà, on a des personnalités particulières. Donc ça, c'est du suivi au long cours. Il n'y a rien de particulier sur le tour. Et après, on a tout le côté préparation mentale. Préparation mentale, c'est plus la préparation à l'effort, à l'échéance sportive. Il faut savoir qu'un tour, quand même si on a des coureurs qui sont habitués, nous, dans notre équipe, on en a quelques-uns, trois de mémoire pour qui c'est le premier tour. Avec le coronavirus, il y a une ambiance un peu particulière, mais clairement, un premier tour, c'est une expérience particulière, il y a un niveau. Là, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau psycho, on est complètement isolé. On est en bulle équipe, je sais pas si tu voudras qu'on en reparle un petit peu après, au niveau Bah, de ce qui se passe sur le tour. enchaîne, enchaîne.
Et on est tous isolés, on est dans des bulles équipes. Donc en fait, on est 30 avec les assistants, avec les coureurs. Et en fait, en gros, on est au contact de personne. C'est-à-dire que nous, là, on est dans l'hôtel, donc j'ai pas mon masque parce que moi, je suis dans ma chambre. Mais en gros, on est testé et multi-testé sur le tour. Mesures sanitaires, dès qu'on sort de la chambre jusqu'à temps qu'on rentre dans nos chambres, on a le masque. On a un étage privatisé, en fait, donc que pour nous. La salle de restauration est privatisée. Ensuite, on monte dans le bus. Le public n'a pas accès au parking de l'hôtel. On monte dans le bus, on va jusqu'au départ. Au départ, on est à huis clos, donc c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut rentrer dans les paddocks entrées. Les coureurs font leur étape, puis ils re-rentrent dans le paddock sortie, entre guillemets, et ils re-rentrent dans le bus. Donc on est au contact de personne, et ça, c'est pour les coureurs et le staff. Et du coup, alors c'est bien parce qu'on est tous au calme. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'habituellement sur les jours de repos, il y a la famille qui vient, on a un peu des contacts avec le monde extérieur. Là, clairement, ça fait 2 semaines à l'heure actuelle qu'on a vu personne. Donc c'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde. On vit en vase clos avec les mêmes personnes. Les gens commencent à être fatigués, les blagues sont toujours les mêmes, donc au bout d'un moment, ouais, ça peut être difficile pour chacun. Bon, il y a une bonne ambiance dans l'équipe, mais voilà, psychologiquement, c'est un facteur très très important. Donc l'aspect psycho, c'est vraiment très important. Ah ben voilà, on a merci Ghislaine. Mais bonjour à la belle famille. Oui, donc voilà. Vous êtes dans les hôtels BNB, on est bien d'accord. Alors non, BNB Hotel, c'est notre partenaire, mais là, c'est les hôtels prévus par l'organisation. Alors, ça peut être des hôtels BNB, mais parfois, c'est pas des hôtels BNB. Ah. Je ferai pas de pub, pas dans un hôtel BNB ce soir. Bon, il y a pas longtemps, là, au début de la première semaine, je crois que c'était même la première ou la deuxième étape, c'était un petit carton sur les chutes avec cette route niçoise du pays niçois, l'ARPI niçois, qui était une vraie savonnette. Donc, Ouais. comment vous gérez un peu cette casse dès le premier jour qui, je pense, crée des contusions, de la bobologie, et sur un mouvement répétitif permanent du cycliste, est-ce que vous allez modifier les réglages du vélo pour adapter et créer de nouveaux patterns? Comment toi tu gères avec l'équipe aussi technique ce genre de choses? Eh ben, en fait, si tu veux, c'est compliqué parce que c'est vrai que la première étape à Nice, il y a plu, les routes n'avaient pas reçu de pluie depuis 2-3 mois, elles étaient détrempées, il y avait un petit peu de poussière sur les routes qui ruisselait, donc du coup, effectivement, on a eu beaucoup de chutes. Alors, je touche du bois parce que dans notre équipe, on est passé un peu à travers les chutes. Ouais. Je dis pas que c'est de la chance, la stratégie de course aussi, parce que c'est un élément important. On s'attendait à ça, la direction sportive s'attendait à ça, et on s'est placé. Il faut savoir que sur le tour, se placer dans le peloton, c'est très difficile quand ça roule à 50-60. Aller se remettre en avant du peloton, c'est pas facile, mais se mettre à l'avant du peloton, c'est éviter les chutes. Et du coup, nous, dans notre stratégie ce jour-là, c'était de se positionner de la meilleure manière possible, de mettre nos sprinters devant, donc de se bagarrer toute la journée pour justement éviter les chutes. Donc ça a été un bon choix stratégique. On a eu quand même quelques chutes. Et du coup, on gère des gens croisés qui est de grosses catastrophes, qui feraient abandonner le coureur. Et puis ensuite, moi, j'ai fait beaucoup de pansements, beaucoup de pansements. Après, je tire un grand chapeau aussi à notre équipe kiné-ostéo qui a suivi derrière. Nous, il faut savoir que chaque coureur qui tombe, il va passer entre les mains du kiné et de l'ostéo pour gérer toutes les compensations qui vont se faire sur le vélo, parce qu'un coureur qui va taper le genou, mais il va avoir mal pendant 2-3 jours, donc il va pédaler plus fort de l'autre jambe, donc il va créer des compensations, des dysfonctions articulaires, musculaires. Donc derrière, pendant plusieurs jours, en fait, on a du travail, parce que ça peut créer des tendinites de l'autre côté, enfin des trucs, voilà. Les réglages, je te cache pas qu'on les touche pas trop. Ouais. C'est pas sur le tour parce que généralement ils arrivent, ils sont prêts. Donc si on change un réglage et que le mec décompense de l'autre côté, ça va être la catastrophe. Donc on touche pas trop à ça. Après, nos mécanos font un énorme travail parce qu'il y a de la casse mécanique aussi, on s'en rend pas. Les vélos prennent beaucoup de tête, donc c'est un boulot. En fait, à chaque fois qu'il y a une chute, c'est pas simplement faire un pansement, hein, c'est plusieurs jours de travail derrière. Et voilà, et puis c'est un sujet que tu voulais qu'on évoque, mais l'art a fait une conférence générale. Ouais. Comment vous alors moi en tant que comment vous la gérez vous en tant que médecin? Parce que moi je suis dans le monde du ski
Et la commotion cérébrale, j'en ai eu 2, 3 là des patients et dans le monde du ski, clairement, ça n'existe pas la prise en charge de commotion cérébrale. Alors au ski, je parle pas du haut niveau, je ne suis pas, mais tous les gamins qui sont en compétition, en local, il y a eu 2, 3 mauvais retours de commotion. Je pense qu'ils sont pas diagnostiqués. Je suis pas médecin, donc je vais pas du tout diagnostiquer ça, mais je pense que ce sera important justement que tu nous donnes peut-être les premiers gestes à faire quand on pense comment on peut reconnaître une commotion cérébrale. Vite fait, nous en tant que staff médical, podo, kiné, ostéo, et comment donner les bons conseils aussi, c'est hyper important. Je pense qu'il faut vraiment prendre. Alors, c'est fédération dépendant. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fédération. Je sais que le vélo, ça fait quelques années qu'on en discute entre médecins sur nos congrès annuels, on va dire, et que c'est une problématique assez importante pour nous. Pour résumer, la commotion cérébrale, le débat médical sur la commotion cérébrale, on a beaucoup à apprendre des sports comme le rugby et le football américain, où il y a deux choses. Ils ont vraiment axé la prise en charge sur ce qui se passe sur le terrain, en aigu, mais aussi à distance. On sait toutes les conséquences que ça peut avoir sur l'après-carrière, d'avoir des lésions répétitives au niveau du cerveau avec toutes les pathologies dégénératives. Donc ces deux sports-là ont en gros dicté des règles, ils ont fait des protocoles, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est très compliqué, mais en gros, sur les conduites à tenir médicales. Pour résumer, la difficulté qu'on a dans le vélo par rapport au rugby, c'est qu'au rugby, quelqu'un qui prend un PET, quand il y a la moindre suspicion, l'équipe médicale rentre sur le terrain où le coureur est sorti, on a une évaluation médicale, donc avec une responsabilité médicale, c'est là où c'est important. Avec un score, on va évaluer en fait les capacités cognitives pour diagnostiquer ou pas une commotion cérébrale. Si on a diagnostiqué une commotion cérébrale, le sportif ne rentrera plus sur le terrain. Après, il y a les signes graves de gravité où il y a des hématomes sous-duraux, des choses comme ça. Là, on n'est pas dans ce cadre-là. Là, on est dans la commotion cérébrale. La particularité de la commotion cérébrale, c'est qu'on a des signes neurologiques aigus qui peuvent disparaître en fait. C'est-à-dire que la personne peut être comme toi et moi là, puis dire non, non, mais tout va bien, je peux rentrer. Et c'est là la difficulté, c'est le risque du syndrome de deuxième impact, de deuxième commotion qui peut être létal. Hein. On peut mourir d'une deuxième choc bénin et on y passe. Donc du coup, c'est très important de le diagnostiquer. Donc au rugby, c'est simple. Sur les sports collectifs, on peut sortir le mec et le faire re-rentrer, c'est simple. Sur le vélo, c'est compliqué parce que le mec va tomber. On va pas lui mettre sur le bas-côté, faire un diagnostic qui prend 20 minutes, puis lui dire ah bah c'est bon, tu peux remonter sur ton vélo parce que le mec, c'est fini. Hein. Donc là, il y a une décision qui doit être prise et généralement en compétition. Qui c'est qui intervient sur une chute? Vous avez la chute de Romain Bardet. En gros, on a le mécano et le directeur sportif de l'équipe qui arrivent assez rapidement. On a le médecin de course, mais là, il faut prendre une décision. Des fois, le médecin de course, il est occupé avec les échappées, il est derrière, il n'intervient pas tout de suite. Des fois, le coureur se dit je me sens mieux, il remonte sur le vélo, il repart. Donc c'est compliqué de prendre une décision. Souvent, ça se prend le soir à l'hôtel, comme Romain, voilà. Où le soir, la personne, elle est un peu confuse, elle a des troubles de la mémoire. Où là, on lui dit c'est trop dangereux pour toi de repartir demain. Pas forcément de faire du vélo, mais si tu retombes, ça peut être risqué. Okay. Et donc là, il y a tout un protocole après qui se déclenche derrière avec un repos neurologique, tout ça. Mais donc voilà, et je pense que dans plein d'autres fédérations, ça doit être suivi. Alors moi, personnellement, je connais pas les recommandations dans le ski. Peut-être qu'il y en a, je sais pas. Je sais pas, moi je vois juste, mais même par rapport aux médecins normaux, aux médecins généralistes, j'ai l'impression que ça passe un peu facilement dans les mailles du filet. J'ai eu, j'ai eu 4-5 gamins et je disais allez voir ce médecin-là parce qu'il s'est occupé de rugbyman, parce que du coup, je pense qu'il sera plus apte à parler de problèmes-là. Donc, je pense que si quelqu'un a une interrogation une fois, vraiment, si vous connaissez un médecin du sport qui intervient dans des équipes de rugby, ils sont vraiment au clair avec ça. Donc c'est des gens qu'il faut pas hésiter à solliciter. Hein. Il y a vraiment la fédération de rugby, vous tapez commotion cérébrale protocole Fédération française de rugby, vous allez tout savoir, c'est libre d'accès, hein. Les différents protocoles avec les questionnaires. Juste faire attention à ce que, ça reste quand même une évaluation médicale avec l'expertise médicale et un avis médical. Autant sur un match de district, ça va. Je sais pas si vous vous rendez compte de la responsabilité du médecin qui a pris la décision de ne pas faire repartir Romain Bardet au niveau sportif et économique pour l'équipe. Au niveau du rugby en première division, c'est la même chose. Hein. Vous avez le meilleur de l'équipe du jour au lendemain. En quelques minutes, vous allez lui dire, écoute, tu rentres pas sur le terrain. Derrière, il y a l'entraîneur et le président du club qui vont mettre la pression. Je pense qu'il faut rester médecin avec des indication médicale, et quand il y a une contre-indication à la pratique sportive, on ne le fait pas rentrer, quoi. Tout simplement. Tu peux nous dire vite fait quels sont les signes cliniques d'une commotion cérébrale qu'il faut garder à l'œil, garder à l'esprit? Déjà, la perte de connaissance, la confusion, nausées, vomissements,
Après, il y a des signes de gravité, quelqu'un qui est inconscient, enfin des choses comme ça. Bon, là, on se pose pas la question. Je pense que s'il y a des signes qu'il faut retenir, c'est pas forcément les signes de gravité, parce que là, on se posera pas la question. Quelqu'un qui est inconscient, qui fait une crise d'épilepsie, qui répond pas, on se posera pas trop la question. Par contre, quelqu'un qui a très mal à la tête, qui se relève mais qui titube, qui a envie de vomir, qui a un comportement anormal. Comportement anormal, je sais pas si vous avez vu Romain Bardet là, et quand il s'est relevé, bloup, il s'est écroulé tout de suite, une première fois, une deuxième fois. C'est bizarre. Dans le rugby, c'est le mec qui va se remettre debout et puis qui va se positionner n'importe où sur le terrain. Je sais pas pourquoi. Donc après, voilà, il y a des questions posées. Quelqu'un qui est désorienté, il sait plus où il est. On lui pose la question, par exemple, dans le milieu du vélo, t'es sur quelle course? Je sais pas. Enfin, ça, c'est pas normal. T'étais en échappée, tu fais partie de quelle équipe? La semaine dernière, t'as couru où? S'il n'est pas capable de répondre à ces questions-là, c'est des signes qui peuvent nous orienter sur potentiellement une commotion cérébrale. Ok, c'est juste nous au cas où pour vite orienter. À aucun moment on ne se permettra de faire un jugement, un diagnostic. Donc voilà, bah écoute, je pense qu'on a fait le topo. Tu as peut-être des petites notifications, des petites précisions à ramener, à nous apporter? Parler un peu nutrition, je pense que on parlait récupération, parce que du coup, Oui. la question que me posent les gens, puis je vais en profiter d'avoir cette fenêtre médiatique pour en parler, mais la question que me posent les gens, c'est le rôle du médecin dans une équipe, et en particulier dans la récupération. Pour moi, la récupération, c'est l'élément clé de la réussite d'un tour, parce qu'en fait, les athlètes qui récupèrent le mieux, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ceux qui vont mieux parler de la nutrition, mais il y a d'autres éléments qui sont importants. Le sommeil, on en a parlé, mais nous, on met en place pas mal de protocoles grâce à notre sport scientist et préparateur physique sur tout ce qui est compression, cryothérapie, on met électrothérapie. Compression de quoi? Alors, compression veineuse des membres inférieurs, principalement. Il y a de plus en plus de données scientifiques qui montrent que ça a un intérêt. J'en profite pour passer le bonjour au docteur Béliard, qui est aussi intervenant dans la Gazette, d'ailleurs, qui est spécialiste du domaine. Donc compression veineuse, donc ça passe par les chaussettes ou les bas de contention, mais aussi les appareils de pressothérapie pour ceux qui connaissent, sans citer de marque. On a aussi la cryothérapie, donc ça peut être en chambre, ça peut être avec des appareils de cryothérapie qu'on a en chambre aussi, nous là, qui font de la presso et de la cryothérapie. Et puis récupération active, vous avez tous vu les mecs quand ils ont fini, ils remontent vite sur le home trainer, ils font tourner leurs pattes. Et puis on a tout ce qui est électrostimulation aussi, en capillarisation pour la récupération. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qu'on met en place. C'est pas simplement la nutrition et le sommeil, même si je te l'accorde, je pense que la nutrition et le sommeil, c'est deux facteurs importants. On a les massages aussi. Ouais. On a une équipe qui est aux petits soins. Je sais pas si c'est quelque chose qui intéresse les gens, mais en gros, les coureurs, sur une journée, ils finissent leur étape. On a plus ou moins un transfert long où ils prennent leur collation, puis on commence des méthodes de récupération dans le bus. Donc on fait de la compression, on fait de la cryothérapie dans le bus. Et ensuite on arrive à l'hôtel et là ils ont les massages par les assistants. Et c'est un moment, peut-être que le massage scientifiquement, il y a encore un débat sur l'intérêt du massage pour la récupération. Il y a deux, Mais trois c'est un moment études qui arrivent là-dessus et qui prouvent comme quoi le massage fait du bien. Hein. Ouais, c'est ça. Puis même si on s'en tient qu'à l'effet placebo, les coureurs ils sont contents, ça leur fait du bien, ça fait pas de mal. Donc le massage c'est quand même un temps important. Et le massage aussi, ce qui est bien pour le coureur, c'est un moment où il se retrouve tout seul, au calme. On lui parle pas de vélo, il est avec l'assistant tranquillement. Il y en a qui dorment d'ailleurs sur la table de massage. Donc parce que quand vous avez fait 5 heures de vélo puis que vous êtes à la deuxième semaine, le massage ça fait du bien et on s'endort un petit peu. Donc pour tous ces aspects-là, le massage est intéressant aussi. Et le repas du soir, et puis oui, le côté psycho, on en a parlé tout à l'heure, les coureurs, ils essaient d'aller manger ensemble, puis je trouve que c'est sympa, ça déconne un petit peu, donc voilà, donc la récupération en tant que médecin du sport, c'est un truc qu'on surveille, qu'on monitore, et puis qu'on adapte en fonction des étapes. Et puis après, il y a penser toutes les blessures. Encore aujourd'hui, je fais des pansements pour certains qui ont eu des gros pets du premier jour ou du deuxième jour. Ouais. Donc voilà, et puis on a des petites blessures, parce qu'au bout de 2 semaines, on a des tendinites, des problèmes. Voilà, j'ai vu quelqu'un qui a posé la question. Effectivement, Brian a communiqué sur le fait qu'il est blessé au genou. Donc, effectivement, on le prend en charge du mieux qu'on peut, avec tout notre staff kiné, ostéo, et puis avec les mécanos pour le réglage du vélo. Enfin, voilà, on fait pas mal de choses. Donc ça, c'est le rôle du médecin du sport. Puis le lendemain matin, on s'assure qu'ils soient bien, qu'ils aient la bonne nutrition pour arriver au moment du départ. Et je te cache pas que moi, le matin, je me lève à 6h30, je me couche à minuit. Donc c'est très fatigant tous les jours, même sur les jours de repos, donc c'est assez fatigant. Ouh.
Bien, bien. Bah, on va pas. J'ai une dernière question. Alors, je vais couper la question de Ghislaine, c'est de ta famille là sur l'équipe la Jumbo Visma, hein. Sauf si tu veux y répondre. Qui parlait. Pouvons-nous penser qu'il y ait du dopage? Bah, c'est l'éternel débat, hein. Je pense que le cyclisme, c'est comme tous les sports, hein. Malheureusement, je pense ça concerne tout le monde. Après, moi, je peux pas parler pour les autres équipes. Moi, je sais que, alors c'est facile à dire, vous allez me dire, mais nous, dans l'équipe, c'est un des rôles du médecin. Il faut pas se le cacher aussi. C'est un des rôles du médecin, c'est de faire de la lutte contre le dopage, de la prévention du dopage. Nous, on est inscrit au ce qu'on appelle le MPCC, le mouvement pour un cyclisme crédible, où en fait on essaie de faire plus. Alors après, je vois vite les critiques venir à droite à gauche. On va pas rentrer dans le débat du dopage ce soir, c'est pas le but. Mais il faut savoir qu'un cycliste, j'ai jamais vu un sport autant contrôlé. Quand vous regardez les chiffres du nombre de contrôlés positifs, je pense que le cyclisme, on est 7 ou 8e par rapport à d'autres sports. Alors est-ce que c'est parce que les mecs qui le font mieux que les autres, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça touche pas que le cyclisme, ça touche tous les sports. Bah, en athlée, là, ça tombe comme des petits pains, hein. Ouais, en athlé, au foot américain, au football. Après, il y a des enjeux économiques derrière aussi, donc ça me dépasse, hein. Moi, je suis médecin. Moi, mon rôle, en fait, dans l'équipe, c'est d'assurer la santé des coureurs et la prévention du dopage. Moi, j'ai aucun rôle vis-à-vis de la performance. Moi, la performance, en fait, c'est les préparateurs physiques, c'est les entraîneurs qui font la perf et les directeurs sportifs. Faut pas mélanger le médical et le performance. C'est pas mon rôle. Moi, mon rôle dans l'équipe, c'est que les mecs sont en bonne santé. Et quand les mecs sont en bonne santé, ils pourront mettre à profit leur entraînement qu'ils font depuis des mois et des mois. Donc après, c'est sûr que voilà, ça pose débat. Certaines performances, certains records, puissance, watts dans les montées. Moi, ça me dépasse un petit peu tout ça. Je suis pas le meilleur expert là-dessus. On a des contrôles très réguliers là sur le Tour de France depuis le début. Notre équipe, on a été contrôlé 5, 6 ou 7 fois. Il faut savoir qu'à l'arrivée, ils sont tous contrôlés, donc aléatoirement. Le vainqueur de chaque étape est contrôlé. Le leader au classement général de chaque étape est contrôlé. Il y a beaucoup de contrôle dans le vélo. Donc voilà, on va pas refaire le débat là-dessus, mais Oui, non. voilà. Bonne Moi, question qui est intéressante. Peut-être là, je vois combien de kilocalories pris par les coureurs pour une journée. J'ai les tableaux, mais en gros, là, il faut savoir qu'ils perdent tous du poids. Fin de première semaine, journée de repos, ils en reprennent, ils reperdent, ils en reprennent. Donc un des rôles du médecin du sport, c'est de voir aussi que tout ça se soit bien adapté. Et en kilocalories, bah, ça dépend. On peut aller jusqu'à 4000, 5000, 7000, 8000. Ça dépend vraiment des étapes et des coureurs. euh, c'est très important. Et on a la déshydratation qui est très importante. Là, je sais que les étapes qui vont venir, on va être dans la montagne, hein, il va faire chaud. Les coureurs, ils peuvent perdre jusqu'à 4, 5, 7 litres, 8 litres d'eau. Donc c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et un des rôles, moi, je les réhydrate aussi quand ils arrivent ici avec des solutés de réhydratation. Et je monitore leur hydratation avec des dosages urinaires pour savoir où ils en sont et puis pour pouvoir les réhydrater en fonction de leur profil. Donc voilà, c'est de la médecine un peu de haut niveau, de la médecine du sport, mais c'est passionnant en fait. Quand on aime la physiologie du sport, c'est passionnant. clair. Et moi, on va finir sur une dernière question parce qu'après, je vais te laisser laisser tranquille pour que tu récupères. Euh, les problématiques de sel. Ouais, ah oui, très bonne question. Les gars, ils sont vissés sur une selle pendant 3 semaines à raison de quoi 5-6 heures par jour. Ça va, à mon avis, entraîner quelques petits soucis. Tu peux nous en dire plus? Alors, je vais citer notre kiné-ostéo de l'équipe, qui fait beaucoup de blagues, mais souvent quand les coureurs ils arrivent le soir et qu'ils ont mal quelque part, notre kiné il leur dit: oh mais arrête tes conneries, tu viens de passer 5 heures assis sur un vélo à visiter dans la montagne. Donc voilà, mais pour rigoler, ils passent des heures et des heures assis. Alors on a les cuissards, les peaux de chamois, le vélo. La pathologie périnéale du cycliste, on pourrait en parler pendant 3 heures. Pour résumer, sans être trop vulgaire, ils ont le cul irrité, ils ont des folliculites, des inflammations. Donc c'est aussi mon rôle de les traiter, de les prévenir. En fait, ce qui est hyper important dans le Tour de France, c'est de prévenir. Vraiment de prévenir tout ça, faire des bilans musculaires, des symétries musculaires pour voir pour qu'ils se blessent pas, est-ce qu'ils sont bien sur leur vélo, est-ce qu'ils n'ont pas de problème au niveau de la selle, au niveau de la peau de chamois, au niveau du cuissard. Et je vais rebondir sur une deuxième problématique qui rentre dans Food Solutions, c'est aussi les problèmes podologiques. Donc nous, on a des intervenants qui viennent aussi au jour de repos Quentin. pour soigner les... Voilà, on a qui est venu, qui nous a fait le plaisir de venir, parce que voilà, au niveau disponibilité, il a pu nous aider. Mais en gros, ce qui est vraiment important, c'est la pathologie du pied aussi, parce qu'on a des échauffements.
On a un truc, moi, qui me déplaît un petit peu, c'est que les coureurs, au niveau de leurs sponsors, on leur fournit des chaussures neuves juste avant le tour parce qu'il faut les montrer à la télé. Et tu sais comme moi qu'avoir des chaussures neuves juste avant un tour, c'est peut-être pas le bon plan. Ça, c'est les problématiques de l'élite. Justement, tu viens de le dire, c'est les problématiques de sponsor. C'est comme en course à pied, là les mecs ils ont des nouvelles cales, en fait on leur file des cales spéciales look pour le Tour de France machin, mais du coup c'est une nouvelle cale, même si c'est le même modèle, ça change peut-être un petit peu, donc on a des petites problématiques là-dessus. Bon, nous on n'en a pas eu de trop, donc ça va, mais voilà, donc c'est deux choses, la prévention, que ce soit au niveau du périnée, de la selle, et au niveau de la podologie, c'est très important, et je rebondis juste sur la selle. On a des partenaires qui nous donnent des selles, enfin qui nous fournissent des selles. On a plein de modèles différents et c'est comme une chaussure qui convient à un pied. Et ben chaque coureur a sa selle différente. Et vraiment, on a 30, 40 modèles de selles. C'est complètement différent. Ça dépend du cycliste en fait. Je vais être vulgaire, mais chaque cul a sa selle. En fait, c'est ça. Non, c'est très simple, c'est efficace. J'ai une question qui est intéressante. Le médecin du sport, où est-il pendant l'étape? Moi, je suis. Bonjour à Pascal aussi que je connais, et toute ma famille, tous les amis qui sont connectés. Le médecin du sport, il est à l'hôtel avec les coureurs. Ils peuvent me réveiller au milieu de la nuit, il faut que je sois disponible. Le matin, je vais jusqu'au départ avec eux, et ensuite je reste dans le bus avec Vincent, notre chauffeur de bus. On fait beaucoup de voyages ensemble, on fait nos transferts. Et ensuite, on est à l'arrivée, on attend les coureurs. Et puis moi, généralement, je vais à l'arrivée parce qu'il faut que je sois là pour les contrôles antidopage s'il y en a. Et puis ensuite, on retourne dans le bus sur les petits soins aux coureurs jusqu'à l'hôtel. Voilà, on n'est pas dans les véhicules de course. Ça, c'est les directeurs sportifs, les mécanos. Et puis après, s'il y a un problème en course, c'est les médecins de course qui gèrent en fait. Il y a une unité sur la course. Et pour les curieux aussi, ASO dispose même d'une unité d'imagerie en course. Donc on peut faire des radios, de l'échographie, voire même du scanner sur la course si on a besoin. Donc, donc voilà. Ouais. Et puis encore une question, je rebondis, mais il est super bien ton live, je pense, parce que il y a pas mal de gens qui posent des questions, mais par rapport au Covid, certains se posent la question, le maintien du Tour de France et tout. Moi, je comprends clairement que sanitairement, ça fasse débat. Je vais pas rentrer dans le débat des cas positifs, est-ce que ça a une influence, est-ce qu'il faut. Je rentre pas dans les débats politiques. Mais par contre, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que les coureurs, ils sont testés, ultra testés, ils sont en bulle équipe. Et ce que je dis à mes copains, à ma famille, c'est que moi, là, je suis plus en sécurité ici que si j'allais tous les jours faire mes courses, même avec un masque. Hein. Donc, on est dans une bulle équipe, on est ultra testé. Donc, vis-à-vis du risque sanitaire pour les coureurs, il est quasiment nul. Encore aujourd'hui, sur le jour de repos, on a été à nouveau testé. C'est la politique de l'Union cycliste internationale, c'est la politique relayée par ASO, c'est ce qui va faire vivre notre sport. Alors après, ça rentre dans le débat de est-ce qu'il faut arrêter le sport, est-ce qu'il faut continuer. J'ai pas la réponse à cette question et je veux pas faire polémique. C'est compliqué, est-ce qu'il faut vivre avec le coronavirus ou pas. Pourquoi le Tour de France et pas d'autres manifestations? J'ai un des éléments, mais encore une fois, moi je vais répondre que sur le plan médical. Le Tour de France, leur ASO est capable de mettre en place des choses qui sont ahurissantes. Des kilomètres de barrières, des contrôles, du gel hydroalcoolique, des masques, de la sécurité pour les coureurs, de mettre des hôtels à disposition, de les privatiser et tout. Donc c'est sûr qu'en fait, le ministère dira, ben oui, ASO, vous mettez ça en place, c'est beaucoup plus safe que, je sais pas moi, une course à pied dans un coin, qui ont beaucoup moins de budget, où il y a plus de coureurs finalement, peut-être moins de public, mais plus de coureurs, et qui finalement, va pas avoir les finances pour mettre ça en place, alors ça va détruire les petites organisations et ça c'est bien dommage. Mais voilà, je rentre pas dans le débat parce que je pense qu'il y a un débat politique et économique derrière tout ça qui me dépasse. Mais voilà, bon, nous on est sur le tour. Pour notre équipe, clairement, c'est une super opportunité. Sportivement et médicalement, c'est une super opportunité. Mais par contre, je te cache pas que le Covid, j'en dors plus. Parce qu'il n'y a pas, messieurs, dames, vous qui m'écoutez, mais ça fait depuis la reprise où sur chaque course, les coureurs, il faut les tester, il faut les déclarer à l'UCI. Moi, je passe des nuits à récupérer des tests, à aller les faire pour toutes les courses. Là, il n'y a pas que le Tour de France. Il y a eu le Tour du Doubs, il y a eu Antwerp Classique, il y a le Grand Prix d'Isberg. Il y a eu pas mal de courses, Poitou, tout ça, le Dauphiné, il y en aura encore plein. Donc du coup, c'est une machinerie. Oui, sauf pour Prud'homme. Mais c'est une machinerie importante, le Tour. Donc voilà, je voulais juste dire un mot là-dessus parce que c'est des questions qu'on me pose tout le temps. Donc, Du coup, après, une dernière question et après, je te fous la paix de notre ami Jean.
En cas de chute pour un coureur, est-ce que ce n'est pas le doc référent de l'équipe qui intervient? Ton point de vue à ce niveau-là? Sur le tour ou sur une Sur autre le tour, course? là, sur le tour. Comme pour Romain Bardet. En fait, sur le tour, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux solutions. Soit il y a une chute avec un problème médical aigu, c'est-à-dire qui nécessite un avis médical sur la course. Ça peut pas attendre la fin de la course. Donc ça, qui c'est qui va décider de ça? C'est soit le coureur lui-même qui ressent un problème, soit le directeur sportif qui est dans la voiture et qui va dire non là ça va pas. Et donc il y a un véhicule assistance médicale avec des médecins sur la course qui vont venir, qui vont intervenir. On les voit des fois, les coureurs descendent à la voiture médicale et qui vont faire un traitement sur la course. Et qui peuvent prendre la décision aussi de ne pas faire repartir le coureur. Enfin, si le mec il se casse la clavicule ou le fémur, on se pose pas la question, quoi. Donc voilà, ça c'est une chose. Et ensuite, après, moi j'ai le lien. Moi je vois le coureur quand il arrive à la fin. Donc le coureur, des fois, moi je regarde la télé comme vous, hein. Je suis dans le bus, je regarde la télé, je vois une chute, alors je regarde s'il n'y a pas un de mes coureurs dans la chute. Puis généralement j'ai le directeur sportif qui m'appelle et qui me dit ah bah il y a un tel qui est tombé, il a mal au genou, faut prévoir peut-être une radio en arrivant, il a pu repartir mais il a mal au genou. Enfin voilà, et donc on gère un peu de la médecine de terrain. Moi j'interviens quand il revient au bus, je fais un diagnostic, je fais mon travail, en fait je vois s'il y a besoin d'imagerie, et moi je suis plutôt en deuxième ligne au bus. Après, si le médecin de course décide d'arrêter mon coureur, il va me contacter en me disant bah, on a décidé de l'arrêter, il y a une pathologie médicale qui contre-indique la poursuite de l'épreuve. Et malheureusement, dans le vélo, quand on l'arrête, c'est pas comme sur un match de foot ou au rugby. Hein, le vélo, là, si vous l'arrêtez demain, le tour, c'est fini. Hein. Ouais. Donc, il y a une incidence assez importante. Moi, j'ai déjà vu des coureurs continuer, faire une chute au 50e kilomètre et puis venir me voir après en me disant j'ai mal à la clavicule. Puis le mec, on lui retire le. Et là, la clavicule qui ressort. Donc, bon, il y a des mecs qui arrivent à continuer avec l'adrénaline, on arrive à continuer avec des trucs assez impressionnants. Donc voilà pour répondre à la question. Eh ben, je pense on est pas mal. Là, il y a d'autres petites questions. Je suis désolé pour les autres questions, mais on va couper court parce que Sam est fatigué. Il a déjà passé 3 quarts d'heure avec nous. J'ai envie d'aller manger. Ouais, je te remercie énormément, Sam. Merci beaucoup. Au passage, j'attends ton article. Ouais, je te l'envoie. Promis, je te l'envoie. Et puis, je veux juste, si je peux apporter une petite conclusion pour répondre à toutes les questions. Nous, on est une petite équipe, on est content d'être sur le tour, on est des petits friendships, on essaie de montrer le maillot, je pense qu'on a bien fait le taf. Donc voilà, et la plupart des gens qui m'ont posé des questions, c'est des gens que je connais ou de ma famille, donc je leur répondrai par message perso s'ils ont des questions. Il n'y a pas de souci, je leur répondrai. Et pour répondre juste à une dernière question, pour Ghislaine et pour mon père, on va essayer de ramener le maillot à poids, ça va être difficile, mais on va se battre. On a déjà ramené le maillot meilleur combatif, donc voilà. Bon, malheureusement, Brian est un peu blessé, donc le maillot vert, ça va être difficile. Mais voilà, on fait ce qu'on peut avec notre petite équipe. Ouais, merci beaucoup, Sam. Et à toi, Olive. T'es au top. Tiens, reste en ligne 2 secondes quand même. Ciao tout le monde. Bonne soirée, à plus.